Bonjour. Donc je crois Bonjour. que nous allons attaquer notre deuxième sujet, notre deuxième tranche d'atelier. Et donc nous sommes sur une question tech. Bon, ça veut dire finalement, nous sommes envahis par les technologies. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est au service du bien commun? Est-ce que c'est au service de la maison commune? Est-ce que ça va vraiment nous rendre heureux? Alors c'est amusant parce que pour faire du low-tech, le meilleur système, c'est de regarder ces journaux, n'est-ce pas, qui restent des supports papier pour ceux qui en ont encore, mais un univers de pixels pour une pollution bien réelle. Un écran n'est pas un jouet. Faut-il adopter le carnet de santé numérique? L'exosquelette pour réparer l'homme ou pour l'augmenter? Bébé à la carte. Bioéthique, les évêques maintiennent leur mise en garde. Facebook mis en accusation. Vers une régulation européenne des géants numériques. L'intelligence artificielle va-t-elle tout transformer? Et l'ordinateur quantique dans tout ça? Le métaverse, nouvel Eldorado de la Silicon Valley. Tous sous surveillance. Le monde est crypto. Bienvenue dans la ville du futur. Le transport devient mobilité. Les grandes villes s'inquiètent de l'essor des dark stores. Les drones, nouvelles armes du pauvre. L'espace de plus en plus militarisé. Les robots vont-ils nous prendre nos emplois? Un monde sans travail. Et puis, les technologies peuvent nous rendre plus humains. On est un peu autour de toutes ces questions qu'on va tourner et essayer de traiter avec nos deux invités. Romain Lavaux et Étienne de Roquigny. Ils ont tous les deux en commun d'avoir, selon la formule consacrée, fait une école d'ingénieurs. C'est la seule qu'on ne nomme pas parce que ce n'est pas la peine de la nommer. Mais ils ont tous les deux aussi les caractéristiques, ils nous le raconteront, d'avoir vécu les aventures de l'entrepreneuriat, d'avoir l'occasion de travailler dans l'investissement dans la tech, mais aussi de faire de la recherche et développement dans tout ce qui est autour des algorithmes et de ce monde inconnu du grand public. Donc nous avons deux personnes qui sont des experts, mais ce n'est pas pour ça seulement qu'on les a invités. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont des passionnés de la pensée sociale chrétienne et du regard chrétien sur nos technologies. L'un, à ma gauche, est très associé à un réseau qui s'appelle Centesimus Annus. Pour quiconque connaît un tout petit peu la doctrine sociale de l'Église, ça rappelle des choses. L'autre, à ma droite, a fondé un réseau qui s'appelle Espérance et Algorithme. On va s'asseoir et puis vous allez attaquer. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Louis, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai découvert il y a 1 an la joie, la grâce que c'est de pouvoir échanger avec des frères chrétiens sur des thématiques professionnelles. Moi, je dirige un fonds d'investissement technologique qui s'appelle Partech et c'est un univers dans lequel on ne parle pas beaucoup de religion. C'est l'univers de la finance en général. Et il y a 1 an et demi, j'ai publié un livre avec la fondation Centesimus Annus qui s'appelait « Chef d'entreprise en temps incertain ». Et il y a eu un moment un peu d'hésitation pour moi, ça a été le moment où j'ai envoyé ce post LinkedIn pour annoncer la sortie de ce livre. Moi qui n'avais pas vraiment communiqué sur ma foi autour de moi au travail. Et j'ai publié ce post et j'ai eu beaucoup de réactions positives.
Ça a fait d'ailleurs sortir du placard beaucoup de chrétiens planqués autour de moi, donc ça c'est un vrai bénéfice. Et je découvre maintenant l'intérêt de pouvoir être unifié, être qui on est le dimanche, avec qui on est du lundi au vendredi, et de l'être avec ses frères. Donc voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir passer ce temps avec vous. Un fruit inattendu de ce post LinkedIn, ça a été un entrepreneur juif qui m'a contacté, qui me dit « Ah mais Romain, j'ai lu ton livre, mais j'avais pas idée que les chrétiens s'intéressaient autant au business. » Voilà, je vous livre ça. Donc on va aujourd'hui parler de business et de chrétiens. Alors, j'ai un poste d'observation qui est un peu privilégié sur l'évolution des technologies, puisque notre métier, c'est de financer les entrepreneurs qui innovent pour demain. Et je voudrais commencer par vous partager une petite anecdote pour nous faire comprendre collectivement l'évolution exponentielle qu'on est en train de vivre avec la technologie. La technologie, elle est là, on est dans un monde technologique, mais à quelle vitesse? Et nous, humains, on n'est pas câblés pour appréhender une trajectoire exponentielle. Le cerveau humain, il fonctionne avec quelque chose de linéaire. Alors il y a une fameuse loi qu'on appelle la loi de Moore, qui date des années 70, qui prédit que tous les 18 mois, les microprocesseurs doublent de puissance. Ça fait quasiment plus de 50 ans que cette loi, elle est vraie, elle continue. Donc tous les 18 mois, on double la puissance des microprocesseurs. Jusqu'où ça va? Alors pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une loi exponentielle comme celle-là, on va prendre une analogie, fort à propos pour ceux qui aiment le rugby. Imaginez que vous êtes au Stade de France, tout en haut dans les gradins, et puis il se met à pleuvoir. Première seconde, il y a une goutte d'eau qui tombe sur la pelouse. Deuxième seconde, c'est 2 gouttes d'eau qui tombent sur la pelouse. Troisième seconde, c'est 4 gouttes d'eau. Et on va doubler comme ça toutes les secondes. Donc, des gouttes d'eau sur une pelouse comme la taille du Stade de France, au début, ça ne se voit pas beaucoup. D'après vous, avec cette évolution et la pluie qui va s'intensifier, combien de temps faudrait-il pour que moi, tout en haut des gradins, je sois submergé sous l'eau? Alors, quand je pose cette question, en général, on me dit 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Parce que c'est comme ça qu'on pense, on pense linéaire. En fait, la réponse, c'est 47 secondes. Il faut 47 secondes, en doublant simplement d'1 goutte d'eau, 2 gouttes d'eau, 4 gouttes d'eau, 8 gouttes d'eau. Il faut 47 secondes pour être submergé en étant tout en haut des gradins. C'est ça une progression exponentielle. Et la progression de la technologie, elle est exponentielle. Si on transforme ces secondes en 18 mois, avec cette loi de Moore, on est à l'ère du numérique à la 35e, 36e seconde. À la 35-36e seconde, on voit à peine des flaques d'eau sur le Stade de France. 10 secondes plus tard, on est sous l'eau. Ça veut dire à peu près 2040. Alors, est-ce que c'est un problème? Peut-être, peut-être pas. Moi, je suis profondément optimiste, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis profondément optimiste sur la technologie et ce qu'on peut en faire de bien et pourquoi elle peut nous rendre meilleurs. Alors, pour traduire ces gouttes d'eau en éléments qu'on peut tous comprendre, en 1 minute en ce moment, il y a 200 millions d'emails échangés. Il y a 20 millions de textos échangés. Il y a en 1 minute 700 000 histoires postées sur Instagram. Il y a 10 000 nouvelles connexions LinkedIn qui sont créées. Il y a 2 millions de swipes sur Tinder. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la technologie. Donc le monde, il est technologique. C'est un fait, et ça va s'accélérer. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, cette innovation, elle ne veut pas forcément dire progrès. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer. C'est que cette innovation technologique, elle existe, c'est un outil, mais est-ce qu'elle veut dire progrès? Est-ce qu'elle nous rend meilleurs? Est-ce qu'elle nous rend plus humains? Et on a... à la suite de Laudato Si, tous pris conscience de la nécessité d'adopter une démarche d'écologie intégrale, qui n'est pas que l'écologie, qui est une écologie qui recoupe l'ensemble des dimensions de la création. Et notre responsabilité de chrétien, c'est justement de faire passer cette innovation vers un progrès intégral. C'est-à-dire un progrès qui inclut l'homme, qui inclut la création,
qui respectent notre diversité, nos cultures, etc. Or, la technologie peut aussi exclure. Et c'est là qu'on a une responsabilité. Je conclurai en donnant des clés pour le chef d'entreprise, concrètement comment on fait justement pour faire de cette technologie un progrès intégral pour l'entreprise. Alors, un petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'au dos de la plupart de nos téléphones, il y a une pomme à moitié croquée. Je ne sais pas si elle vous rappelle quelque chose, mais moi, elle me rappelle fortement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, avoir croqué dans cette pomme, ça nous pousse à la nécessité d'un discernement. La nécessité d'un discernement entre le bien et le mal. Et c'est justement ce à quoi on est appelé, nous particulièrement en tant que chrétiens. C'est un peu notre rôle dans ce monde, c'est de pouvoir aussi être des humanistes à l'intérieur de ce système qui devient de plus en plus technologique. Et c'est là qu'on a un outil formidable pour le faire, un compas, c'est la pensée sociale de l'Église. Et donc, tout l'exercice qui consiste à faire passer cette innovation technologique à un progrès intégral, c'est justement là où on est appelé en tant que chrétien à utiliser la pensée sociale de l'Église pour discerner en tant que créateur technologique, en tant qu'utilisateur, en tant que parent et même en tant qu'investisseur. Et à ce sujet, vous seriez surpris de savoir que dans mon métier de l'investissement, il n'existe pas de questionnaire qui permet de savoir si un investissement dans une technologie donnée est responsable. On parle du monde de l'ESG, mais quand vous regardez bien les questionnaires ESG, c'est est-ce que vous faites travailler des enfants, quelle est l'empreinte carbone de vos fournisseurs, etc., etc. Et finalement, c'est inadapté à ce monde technologique. Donc j'ai la chance de participer à un projet qui va justement mettre sur pied cette année un framework, un questionnaire à destination des investisseurs pour pouvoir discerner à l'aide de questions, et il y en aura une quarantaine, pour pouvoir savoir si une innovation augmente le temps d'écran, peut augmenter la désinformation, utilise des données sans qu'on le sache, etc., etc. Très intéressant d'ailleurs de voir que le Saint-Siège s'intéresse fortement à cette question. Il y a 2 ans, juste avant le Covid, le Saint-Siège a publié, avec IBM et Microsoft, et c'est remarquable, un ensemble de recommandations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle responsable et au service de l'homme. Et autre fait remarquable, il y a une réglementation européenne qui est en préparation et qui reprend très très largement les recommandations du Vatican. Donc ça renforce l'idée que nous, chrétiens, avons justement un rôle à jouer, une voix à porter au cœur de ce système pour le rendre au service de l'homme. Alors, si on regarde dans l'entreprise, la question pour nous tous ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dirigeant chrétien ? Notre entreprise, elle est de plus en plus technologique, c'est un fait, et elle cause une inversion des générations. On a 3 générations qui coexistent au sein de l'entreprise. On a historiquement les anciens qui avaient l'expérience, l'autorité, et cette autorité venait de leur savoir. Or aujourd'hui, avec la technologie, le savoir, il arrive par les jeunes. Et donc on a une inversion de cette pyramide qui demande une inclusion mutuelle de ces générations. Les anciens doivent travailler avec les jeunes parce qu'ils sont largués, et les jeunes doivent travailler avec les anciens parce qu'eux ont l'expérience. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que nous, en tant que chefs d'entreprise, on a une responsabilité qui est d'inclure mutuellement les générations qui travaillent ensemble. Ça veut dire aussi veiller à leur donner les bons outils. Il y a des exclus du numérique. On parle beaucoup d'inclusion dans l'entreprise. Elle commence aussi par le numérique. Alors c'est sûr que c'est une formidable opportunité, le numérique pour les entreprises. On l'a vu pendant le Covid. Si on n'avait pas eu le numérique, les conséquences auraient été 10 fois plus dramatiques. On a quand même réussi à travailler et on a aujourd'hui des habitudes différentes. Et à la fois, il nous faut exercer une grande vigilance parce que ce que fait le numérique, et c'est finalement
pour moi un très bon résumé, c'est d'accélérer le temps. On accélère le temps grâce au numérique. Or, l'homme a justement besoin d'un temps lent. Le temps de travail, le temps de repos, le temps de la prière, le temps de l'interaction avec les autres. Et le temps d'écran, c'est forcément du temps pris sur les 24 heures qui restent, au détriment de ces autres temps. On le voit pour nos enfants, on le voit aussi dans l'entreprise, et c'est la responsabilité du dirigeant, et à lui d'être exemplaire, et je ne jetterai pas la première pierre, mais à lui d'être exemplaire en termes de séparation du temps de l'homme et du temps du numérique. Par exemple, il y a une nouvelle étiquette à redéfinir. Est-ce que je modifie mon règlement intérieur parce que n'est maintenant dans une ère numérique? Probablement. Que penser de ces gens, moi le premier, qui regardent leurs emails pendant une réunion? On l'a tous fait. C'est humainement inaudible pour des gens qui sont en face, qui passent du temps de voir quelqu'un en fait perdre l'attention et passer sur autre chose. Voilà, ça c'est une des tentations à laquelle il nous faut résister. Je pense que pendant un temps de carême comme celui-là, on est aussi appelé à une conversion numérique sur le respect de nos différents temps et de nos interactions. Donc oui, moi je pense que la technologie peut nous rendre meilleurs, peut rendre le monde meilleur. Maintenant, la technologie c'est un outil, et Basile de Césarée au IVe siècle nous le disait, nous sommes co-créateurs, et en tant que co-créateurs, nous avons accès à l'atelier de la création divine. Et je perçois, et c'est pour ça aussi que je fais ce métier, que la technologie fait partie de cet atelier qui est mis à notre disposition. Il est tout à fait possible de faire du bien et du mal avec cette palette d'outils. Et donc, nous sommes appelés à cet exercice de discernement. Et c'est là que nous, chrétiens, on doit faire entendre notre voix pour être sûr d'œuvrer vers le bien commun. Maintenant, il y a un enjeu de civilisation pour nous. C'est une question qui nous est posée là, maintenant et tout de suite. Et ce n'est pas la technologie qui fera le monde de demain, c'est notre réponse à cette question qui va faire le monde de demain. C'est qu'est-ce que vous allez faire du temps qui vous est rendu? Puisque la technologie, elle vous rend du temps. Vous prenez la voiture autonome, d'ici une dizaine d'années, cette voiture, elle va vous rendre en moyenne 300 heures par an. Donc 300 heures par an pour les gens qui prennent leur voiture pour aller au travail. 300 heures par an, c'est à peu près un mois ouvré. Demain, vous allez avoir un mois de plus par an. Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? Est-ce que vous irez sur Instagram, sur TikTok, sur Netflix? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez l'utiliser pour le bien commun? Et là, c'est une question qui n'est pas une question de techno, c'est une question qui s'adresse à nous en tant que chrétiens. Merci Romain. Nous allons maintenant écouter Étienne. Et puis, je vous donnerai quelques indications sur la manière dont on peut ensuite être sur le mode interactif et les questions. Étienne de Roquigny. Merci, je suis ravi d'être là aujourd'hui sous le signe de l'espérance. Moi, l'espérance, c'est ce qui me fait lever le matin. À la fois d'ailleurs comme disciple du Seigneur, bien sûr, mais aussi comme mathématicien. Et mon métier, c'est d'élever, de faire croître des entreprises algorithmiques avec des entrepreneurs. Et c'est vraiment dans l'espérance, c'est ça que je cherche. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, je le cherche tout en étant un peu sceptique, on va revenir là-dessus. Je vais donner d'abord une anecdote d'espérance. Bon. Il y a 5 ans, je me suis retrouvé dans un village perdu au fond du Sahel, vraiment un des endroits les plus pauvres de l'humanité, un village sans électricité, sans réseau, voilà, avec tous les affres du sous-développement. Et une femme de 70 ans à peu près, on ne sait pas son âge, illettrée, m'a vendu de l'eau avec sa tablette. M'a vendu de l'eau, à côté elle avait des cacahuètes, et là elle m'a vendu le droit de prendre de l'eau, et en faisant ça, elle a mis des datas dans mes algos de maintenance prédictive sur la pompe.
Alors maintenant, je vous raconte le derrière de cette anecdote. J'ai monté il y a quelques années avec une PME orléanaise un nouveau business de microfinance et de maintenance prédictive des pompes à motricité humaine en Afrique. Vous savez peut-être que l'eau, c'est une grande barrière dans les pays les plus pauvres. Et vous avez 40 ans d'aide publique qui ont été engloutis dans de la corruption et aussi dans des pompes qui n'ont jamais marché 6 mois après leur installation. Donc, le problème majeur, c'est de savoir est-ce que les pompes marchent et comment je les maintiens. Et donc, on a lancé ce business qui permet, sans argent public, avec de la data et du micro-paiement, voilà, de savoir que la pompe marche. Ça donne un boulot à cette femme qui a 70 ans et ça permet même à son petit-fils qui a immigré chez nous, plutôt que de l'envoyer de l'argent par Western Union, ça permet de ne pas savoir où va l'argent de Western Union, ça permet de savoir que ma grand-mère, elle a bu de l'eau tel jour en direct. Voilà, donc quand j'ai vu ça dans le Sahel, je me suis dit, waouh, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, hein, quand j'ai vu cette femme-là, dans son regard, je me suis dit, il y a quelque chose dans l'espérance avec la technologie. Alors, ceci étant dit, je vais ensuite être un lecteur de Jacques Ellul, hein, un grand théologien, enfin, philosophe protestant, et qui va nous présenter cette société technique avec la résistance à la fatalité. Hein, donc, les nouvelles technologies investissent nos vies, vont-elles les rendre meilleures? La question est très mal posée, cher Louis. Parce que si je commence à dire que c'est les technologies qui rendent ma vie meilleure, ça veut dire que je fais des technologies un sujet qui m'a servi. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, je suis créé à l'image de Dieu comme personne libre. Moi, pour moi, la Bible est traversée par ce message de liberté. Et la première liberté dont parle Jacques Ellul, c'est de se dire, c'est moi qui décide, et en particulier l'entrepreneur, qui a une marge de manœuvre très large, en tout cas avant qu'il soit devenu une licorne ou qu'il soit coté, mais au début, il a beaucoup de marge de manœuvre. Et moi, comme entrepreneur, qu'est-ce que je décide d'automatiser ? Est-ce que je décide de tout automatiser ou pas? Et je suis persuadé, j'ai des nombreux exemples, la liberté, on l'a, il faut la prendre, il faut s'en saisir. Et c'est comme ça qu'on commence à résister au veau d'or de la technologie. C'est en faisant des choix. Je vais vous donner un autre exemple. Un de mes business, c'est d'aider des agriculteurs à rentrer dans une transition agroécologique et à produire moins de carbone en élevant des vaches. Et on fait ça avec des banques et des coopératives. Alors, dans le parcours digital, je peux décider d'avoir un système totalement automatisé avec des gens qui ont décidé à l'insu de mon plein gré que j'étais méchant si je produisais trop de CO2. Et donc, le crédit est entièrement dicté par une plateforme numérique. Et si je ne suis pas dans les clous, j'aurai peu d'argent. Et donc, je devrais changer de métier. Ou alors, je peux concevoir une plateforme dans laquelle il va y avoir de l'IA pour essayer de comprendre mes rendements, comprendre comment je peux optimiser ma trajectoire de conversion. Et il va y avoir une rencontre avec quelqu'un qui va me coacher sur l'évolution de mon élevage. Les deux modèles sont possibles. Et là, on est en train de tester. Et la réalité, c'est que très souvent, l'histoire économique montre que ce ne sont pas les technologies tout seules, ce sont des hybridations qui sont arrivées. Donc il y a vraiment, moi j'en suis convaincu, on a cette liberté. Et alors, ce qui est très important dans cette liberté, c'est que quand on a préparé ensemble avec Louis un peu cette table ronde, il y a un mois, je lui ai dit que je pensais au discours apocalyptique. Alors, c'était avant l'invasion en Ukraine, hein, quand on a parlé. C'était avant l'invasion en Ukraine. Et je lui ai dit que moi, la question de la technologie, je la vois dans le discours apocalyptique. C'est très intéressant, le discours apocalyptique est déjà là dans l'Ancien Testament. Il est abondamment là dans la prédication de notre Seigneur. Et en particulier, je vous invite à relire en ce moment les chapitres 24 et 25 de Saint Matthieu, dans ce qu'on est en train de vivre. Et alors, des tribulations avec les guerres, mais aussi les technologies perverses, elles vont venir. On est là-dedans et on ne peut pas sortir de ce monde. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait une liberté, mais on a aussi, il va y avoir des crises terribles avec les métaverses. Elles vont venir, c'est écrit. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce discours de l'Apocalypse, c'est qu'il y a une perte des repères. On est dans le monde de l'incertitude. Il y a des faux Christ. Alors, le discernement est compliqué. Alors, je vais vous citer une autre anecdote. Dans les années 2000, j'étais mathématicien en charge des laboratoires EDF, des algorithmes sur le risque nucléaire et les risques climatiques. Et pendant des années, on a discuté avec l'autorité de sûreté, parce qu'il y a eu, en 2000,
une inondation partielle de la centrale nucléaire du Blayais, avec, on aurait pu avoir un accident nucléaire. Et donc toute la discussion, c'était de savoir, qui a fait l'erreur? Est-ce que EDF a mal calculé? Est-ce que les ingénieurs ont mal calculé? Est-ce que les méchants industriels ont voulu se faire de l'argent sur le dos des pauvres veuves? Ou est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est quelque chose de totalement imprévu qui est arrivé ce jour-là, avec un croisement de la tempête, de la marée à 120, d'une inondation en même temps? Enfin, il y a eu un terme hydrologique, on est sorti complètement du domaine de spécification. Et dans ce débat-là qui a duré des années, et on avait des équipes d'algorithmes pour essayer de calculer tout ça, et on a aujourd'hui sur le changement climatique, le débat est le même si j'ai plus le droit de le dire. J'ai plus le droit de dire aujourd'hui qu'on n'est pas tout à fait certain que c'est l'homme qui a provoqué le changement climatique, j'ai plus le droit de dire ça. Mais néanmoins, comme scientifique, comme mathématicien, je le dis. Et ce qui est très intéressant dans ce débat-là, c'est de lire Saint-Luc, la tour de Siloé. La tour de Siloé qui est tombée. Il y a des découvertes archéologiques qui montrent que voilà, il y a eu un événement, une défaillance technologique. La tour de Siloé est tombée et il y a des personnes qui sont mortes. Et alors le Christ est interrogé. Et il dit, ces 18 personnes qui sont mortes dans la chute de la tour de Siloé, croyez-vous qu'elles ont plus péché? Si vous allez regarder d'autres traductions du grec, croyez-vous qu'elles ont plus défailli, pas fait leur mission que les autres? Est-ce que c'est ces 18 personnes, est-ce que c'est les ingénieurs qui ont conçu la tour? Est-ce que c'est les financiers, Partech, qui a financé cette tour? Est-ce que c'est ces gens-là qui n'ont pas fait bien leur boulot? Eh bien non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Donc ça veut dire que la lecture que j'ai faite de ce passage, le Christ ne prend pas position dans la question, les technologies vont-elles améliorer nos vies? Mais le Christ nous appelle à chercher le salut. D'abord et avant tout, dans ce temps apocalyptique. J'ai même réussi à mettre ce commentaire exégétique à la fin d'un bouquin de maths que j'ai publié sur les maths de l'incertitude du riche. Je me suis battu avec l'éditeur, Wiley, qui ne voulait pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ce commentaire exégétique vient de faire dans un bouquin de maths? Je lui dis, si, ça doit y être. Bon, finalement, il y est. Et alors, donc, on est dans les temps de l'incertitude. Alors, comment est-ce qu'on fait dans les temps de l'incertitude? Alors là, on continue Saint Matthieu. Alors, dans le même chapitre, il y a les boucs et les brebis, cette parabole wagnérienne, heureux les bénis, voilà. Et donc il y a un certain nombre de critères de discernement. Et pour moi, l'un des critères, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Et alors je vais vous citer une autre anecdote. Il y a quelques années, avec un entrepreneur, patron d'un grand groupe d'expertise comptable qui avait beaucoup d'argent, qui s'est dit, l'expertise comptable, ça va disparaître dans 15 ans. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Je dis oui. Donc on a embauché 7 normaliens, 3X, on a mis de l'IA, du machine learning, etc. Et on a réussi en quelques mois à, on va dire, diviser par 10 ou par 100 le temps nécessaire pour annoter des annotations comptables pour faire la compta générale d'une PME. On a fait une PME, on n'a pas fait une... Et un week-end, chez moi, je suis aussi musicien de jazz, et la femme de mon batteur vient me voir, elle me dit, qu'est-ce que tu fais de ton travail? Je lui raconte cette histoire, et elle me regarde dans les yeux, et elle me dit, mais tu as détruit mon boulot. Moi, je suis comptable, et je vois l'émotion dans ses yeux, je vois le regard. Alors ça m'a fasciné. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mon frère? Cette femme-là qui me regarde. Voilà, donc l'importance du discernement concret. Alors, tout ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut être plusieurs. C'est difficile, ce discernement. Si c'est aussi difficile comme matheux, comme entrepreneur, de savoir quel est le bon usage. Alors, on a monté quelque chose, mais avant de monter, je vous cite encore une anecdote. J'étais en 2016 avec un de mes associés sur l'affaire qui fait de l'IA dans l'agriculture. Il m'invite à l'office du Shabbat à Palo Alto, dans une synagogue libérale. Et on y va avec une Tesla, à l'époque, volant lâché, c'était très surprenant à l'époque. Et je me retrouve dans cet office à prier avec mon associé juif. Et c'est la première fois que j'allais dans un office de Shabbat. J'ai eu l'impression de vivre un office complètement messianique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le Jésus, mais à chaque couplet. Et ensuite, en sortant du Shabbat, de l'office du Shabbat, il y a le rabbin qui vient me voir et qui dit « Oui, il faudrait venir un peu plus souvent, vous savez, ça vous ferait du bien de venir plus souvent. » Et je dis « Bon,
ai dit que je faisais partie d'une partie de la synagogue qui s'était un peu éloignée depuis quelques siècles, donc ce serait un peu plus difficile. Et ce jour-là, j'ai eu la conviction qu'on avait vraiment une fraternité messianique avec les Juifs, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai monté, et ensuite Romain et un certain nombre m'ont rejoint, Espérance et Algorithme, qui est une aventure chrétienne et juive, biblique, d'entrepreneurs, d'investisseurs en capital et de tech, en IA, où on se retrouve ensemble pour essayer de discerner, la main dans le cambouis, voilà, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça va nous faire devenir une brebis ou un bouc au jugement dernier. Donc voilà, importance d'être pas tout seul et de discerner. Et je pense, depuis quelques années qu'on a fait ça, on a fait des événements avec le grand rabbin de France, un certain nombre d'évêques, etc. Je suis archi convaincu que les chrétiens et les juifs, on a non seulement une fraternité messianique, mais on a un alignement complet en termes éthiques. Et donc, c'est vraiment absolument passionnant. Et d'ailleurs, on a un format qui s'appelle le Shaker, qui est ouvert à tout chef d'entreprise qui vient pitcher devant ses pairs, une soirée sympa, conviviale, gratuite. Et voilà, une vingtaine de personnes, on va tous regarder dans les yeux, on va dire qu'as-tu fait de ton frère. Et on va essayer de discerner sur un cas business, voilà, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux servir l'espérance? Et alors, je ferai peut-être un dernier commentaire important, à nouveau un peu comme mathématicien. Bon, pour des raisons de bonne guerre, pour ceux qui vendent du cloud ou de la techno, depuis quelques années, on est dans le fantasme du deep learning. On empile des centaines de couches de fonctions non linéaires. Et sur LinkedIn, encore il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui a dit « mais c'est génial, à Google, il y a quelqu'un qui a fait un modèle avec 1 milliard de paramètres ». Alors, moi, comme mathématicien, je suis terrifié. Parce que si vous faites un peu de théorie des probabilités, vous savez que assez vite, comme l'a dit tout à l'heure Romain, avec la croissance exponentielle des dimensions, vous ne savez plus rien. Vous êtes dans l'univers de l'indéterminé complet. Alors, un espace R puissance 1 milliard, c'est un espace d'une complexité telle que vous n'avez absolument aucune chance de savoir ce que l'algorithme va prédire. Donc, ça veut dire qu'on est totalement en dehors du domaine du contrôle robuste. Et alors, je ne peux pas ne pas voir dans cette métaphore la tour de Babel. À la tour de Babel, on empile les étages. Soit en passant, dans le texte, ils sont cimentés avec du bitume. Donc, bitume, voilà, qui est carbonifère. Et donc, voilà, on empile les couches de deep learning pour essayer de toucher le ciel. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant sur la tour de Babel, c'est que vous avez même des grands experts du NLP qui revendiquent le fait de dire cette fois-ci, Babel, on va les avoir. Le texte de la Bible, ils nous ont dit qu'elle s'est écroulée. Mais nous, on va le faire. On va faire un outil qui marche d'ailleurs pas trop mal, de traduction universelle. Donc, il y a ce fantasme-là, et là, il y a le réflexe d'écologie intégrale qui consiste à dire, c'est quoi le bilan de ta technologie? Combien de kilowattheures tu as mis pour construire la tour de Babel? Et avec ces kilowattheures que tu as mis dans la tour de Babel, et combien est-ce que tu économises? Et je vais donner un dernier business, je fais un peu de publicité, où on fait de la décarbonation de bâtiments tertiaires, et comme directeur scientifique, moi j'ai un critère qui est le rendement algo-énergétique. Prouve-moi qu'à chaque fois que tu rajoutes une échelle sur ton réseau de neurones, les kilowattheures additionnels vont dégager en réduction du carbone plus que ce que tu mets dedans. Donc au-delà de cet exemple technique, je pense qu'il y a un vrai discernement scientifique à avoir pour savoir si le bilan effectif de la techno, au-delà des fantasmes terribles, est effectivement crédible et juste. Et je pense qu'on est appelé, créé à l'image de Dieu, avec toute notre intelligence, on est appelé à être intelligent, y compris avec notre intellect scientifique, pour être très exigeant sur effectivement le bilan des technologies. Merci beaucoup. Vous remarquez qu'il n'a décrit que 3 anecdotes sur 3 de ses activités. Heureusement qu'il ne nous a pas parlé des 72, parce qu'il y en a bien plus que 72, mais 72, c'est la première liste. Voilà, et vous vous imaginez un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous avez envoyé déjà des questions par ConnexMe. À ce stade, je n'en vois aucune. Je vais vous proposer la chose suivante. Prenez 2 minutes pour juste échanger un mot peut-être avec votre voisin et voir si, en toute première réaction,
ça vous donne envie de poser une question. Il y a 2 personnes dans la salle qui ont éventuellement des morceaux de papier, si certains sont plus confortables à poser leurs questions par écrit. Donc, si vous levez la main, il y a 2 personnes qui peuvent éventuellement vous donner un morceau de papier et noter votre question. Je vous propose de prendre 2 minutes comme ça de silence pour digérer ce premier point avant que nous ne fassions l'échange ensuite. Je vous propose qu'on va commencer. On a 2 questions qui reviennent assez souvent. L'une que j'ai envie de poser pour vous à Romain Lavaux, il a évoqué le numérique comme facteur d'inclusion. Et c'était un facteur positif, puisque on est sur la possibilité d'avoir un ascenseur social. Il y a plein d'éléments positifs. Et en même temps, vous êtes nombreux à dire attention à l'illettrisme numérique ou l'électronisme, j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire finalement comment les seniors, ceux qui comme moi se raccrochent à leur journal par exemple, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils sont dépassés, comment la société ne risque-t-elle pas d'exploser? Romain. Alors, on est tous des exclus de la technologie, d'une certaine manière. En fait, ça va tellement vite qu'on ne peut pas suivre. Et d'ailleurs, c'est un vrai exercice d'humilité pour le chef d'entreprise. Est-ce qu'on est capable de dire « je ne sais pas » ? Est-ce qu'on est capable de dire à ces jeunes employés « je ne sais pas, explique-moi » ? Et donc ça, cette apparition du numérique, elle crée pour moi 2 formes d'exclusion. Il y a cette exclusion par le savoir-faire. Et donc ça, c'est effectivement redéfinir complètement la notion de transmission du savoir, puisqu'elle se transmet dans l'autre sens, des jeunes générations vers les anciennes. Et elle est essentielle. Une entreprise ne peut pas fonctionner juste avec les jeunes. On le voit un peu dans les startups, mais comme par hasard, dès qu'elles grossissent, elles recrutent des seniors. Donc on est obligé par le numérique à modifier notre manière de s'inclure les uns les autres au sein de l'entreprise. Il y a une 2e forme d'exclusion. C'est en fait ce que j'appelle moi les nouveaux pauvres. Les nouveaux pauvres à l'ère du numérique, c'est en fait ceux qui sont exploités par le numérique. Ce sont ces jeunes qui, croyant s'inclure, croyant que sur les réseaux sociaux, on a des amitiés, qu'on est dans le monde, qu'on peut être plus beau, plus intelligent, en croyant s'inclure, ils s'excluent et ils se coupent du monde. Et ils sont exploités parce que ce sont eux les produits, comme vous le savez, de ces réseaux dont le modèle, c'est du temps de cerveau et de la publicité. Et ça, c'est les nouveaux pauvres du numérique. Et c'est majoritairement les jeunes. Et c'est là aussi que les anciennes générations ont un rôle à jouer. Parce que, finalement, on a vu progressivement arriver le numérique, on n'est pas né dedans, donc on a eu l'occasion de faire un discernement sur ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. On est tous utilisateurs du numérique à certains degrés, mais a priori, sans les excès qu'on va trouver dans les générations 15-25. Et c'est là qu'on a un rôle d'éducateur et d'employeur. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur cette question, mais c'est une question, c'est très très bien vu, hein, l'électronisme, moi aussi je retiens ce mot. Merci d'avoir posé cette question. Je peux dire quelque chose ? Alors, moi, je suis un farouche opposant de généralité et je suis un avocat de la liberté et du discernement de terrain. Et je pense que tout ça est beaucoup trop abstrait. Si je regarde concrètement cette femme au fin fond du Burkina Faso, illettrée, grâce à la techno, elle a récupéré du revenu, parce qu'elle gagne plus d'argent maintenant en vendant de l'eau qu'en vendant des cacahuètes. Et elle n'a pas besoin de savoir lire. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a conçu le parcours digital sur la tablette avec des pictogrammes, on l'a conçu avec elle et avec d'autres. Et en fait, on n'a non seulement pas exclu cette personne, mais on a trouvé un moyen de la réinclure. Il y a un 2e exemple là-dedans, c'est que je crois qu'ils interviennent d'ailleurs entourage, hein, Jean-Marc Potvin, un entrepreneur talentueux, hein, qui a décidé de créer LinkedOut, un réseau pour aller chercher les gens de la rue, non pas pour leur donner à manger, etc. Non, pour leur permettre à eux de construire leur réseau social, parce qu'on sait très bien qu'on avance dans la vie grâce à un réseau. Donc, pour moi, tout est possible. Et c'est à nous
dans le discernement qu'as-tu fait de ton frère, et en particulier le plus petit d'entre les tiens, d'entre les miens, nous dit le Christ, c'est à nous de bosser. Donc, et c'est pas des généralités, c'est très concrètement dans la proposition de valeur de ton entreprise, comment ça se passe? Alors, il y a deux questions qui viennent très souvent. Une que j'ai plutôt envie de poser à Romain et l'autre peut-être à Étienne. La première, c'est Romain, finalement, dans le monde de Partech, qui est un peu, je ne veux pas dire de l'idolâtrie de la tech d'une part et le monde de la vraie finance d'autre part. C'est quoi, je dirais, l'éthique dans tout ça? C'est quoi les questionnements? Comment tu discernes et comment tu règles tes conflits, si je peux dire? Alors, l'éthique et la tech, ça rime quasiment. C'est effectivement devenu essentiel. C'est une prise de conscience récente avec l'irruption massive du numérique dans nos vies et accélérée par le Covid. On s'est rendu compte qu'il fallait être capable de discerner. D'où les associations comme Espérance et Algorithme, mais aussi d'autres véhicules pour réfléchir. Maintenant, si je prends le cas concret de Partech, en fait, le métier a beaucoup changé. Ce qui est intéressant quand on finance une start-up, c'est que très souvent, c'est 2-3 fondateurs et quelques slides PowerPoint, et c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à mettre une valorisation là-dessus. On arrive à dire, je vous finance et votre start-up, elle vaut 4, 5, 10 millions d'euros. Alors qu'il n'y a rien. Enfin si, il y a de l'humain. C'est ça qu'on valorise. Avec le temps, quand on va arriver de plus en plus proche de la bourse, on valorisera des multiples financiers. Mais au tout début, finalement, ce que fait le capital risque, c'est de financer des idées portées par des personnes, et c'est ça qu'on valorise. Donc oui, on est pour la tech, on est très optimiste, mais il n'y a pas d'idolâtrie de la tech. Fondamentalement, c'est être convaincu par des entrepreneurs et les accompagner. Maintenant, un deuxième élément de réponse sur le changement de ce métier. On n'est pas un fonds à impact. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont des fonds à impact. On a fait l'exercice rétroactif de se dire, regardons-nous vraiment dans un miroir, prenons les 200 sociétés dans lesquelles on a investi dans les 5 dernières années. Combien auraient pu être des sociétés à impact? Sur les 200, c'est 105. Alors qu'on n'a pas recherché l'impact. Pourquoi? C'est parce que la jeune génération d'entrepreneurs qu'on finance, celle qui arrive aujourd'hui sur ce marché de la start-up, elle est fondamentalement habitée par une recherche de l'impact. En fait, une recherche du bien commun, beaucoup ne le nomment pas comme ça, mais avec un regard de chrétien, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de ces start-up, elles œuvrent pour le bien commun. Et nos équipes, qui pour la plupart ont moins de 30 ans, sont aussi habitées par le même idéal. Et c'est tout le paradoxe de cette génération Z qui à la fois est victime du numérique, mais également, il voit là une formidable opportunité d'œuvrer pour de l'impact, œuvrer pour du bien commun. Et beaucoup de jeunes diplômés, vous le voyez peut-être dans vos familles, beaucoup de jeunes diplômés préfèrent renoncer le côté doré d'un grand nom du CAC 40 et un salaire confortable pour râler dans une start-up. Et pourquoi? C'est parce que là, on leur vend un vrai impact. On pourrait développer, bien entendu, on n'a pas l'objectif de fermer les questions, mais beaucoup plus de vous, finalement, de nous en nourrir. Un défi, puisque tu t'es gentiment moqué de moi tout à l'heure, mon cher Étienne, tu as 3 minutes pour nous expliquer le métaverse et nous dire en quoi le métaverse est potentiellement apocalyptique, puisque c'est l'expression que tu as utilisée. Alors, pas tout à fait, cher Louis. J'ai cité le métavers comme ce qui fait partie du monde dans lequel on vit et qui, pour moi, est le monde décrit par l'Apocalypse. Donc, c'est pas que le métavers soit lui-même une catastrophe. Non, ça fait partie du monde et on est dans le grand domaine, dans la grande confusion. Voilà, il y a un brouillard épais. Donc, alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du métavers, mais on a eu un échange sur LinkedIn avec un certain nombre de personnes la semaine dernière, parce qu'il y a une tribune dans les Échos de quelqu'un qui a présenté le métaverse comme une opportunité économique incroyable et qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer. Et en fait,
à 2-3 commentateurs, si on reprend l'argumentaire de cette tribune, on s'aperçoit que l'ensemble des arguments mis en avance pour montrer que le métaverse est une opportunité pourrait tout également s'appliquer au trafic de drogue. C'est-à-dire que l'auteur va dire « Ah, mais ce qui est génial avec le métaverse, c'est qu'on répond aux besoins de peur, on vient habiter le sentiment de peur des personnes. Et on vient leur demander un moyen de s'échapper dans quelque chose d'artificiel. Et ensuite, on va jouer sur l'appât du gain. Et voilà, donc on va dérouler toutes sortes de choses qui, en fait, s'appliquent tout à fait au trafic de drogue. Alors, est-ce que ça veut dire que le métavers, c'est forcément un paradis artificiel dont a parlé sympathiquement Baudelaire? Pas uniquement, bien sûr. Il y a aussi une promesse magnifique des métaverses, alias jumeaux numériques, dans l'écologie intégrale pour simuler, tester un certain nombre de situations et donc concevoir des services au service du bien commun. Je prenais toujours dans les années 2000 l'exemple, autrefois, hein, si vous vouliez tester la sûreté d'une centrale nucléaire, vous en preniez une, vous faisiez exploser le réacteur et comme ça vous prouviez que jusqu'à tel seuil il tient. Bon, donc ça coûtait pas mal de béton et puis on pouvait faire l'exercice qu'une seule fois. Évidemment est arrivée la simulation numérique avec les jumeaux virtuels et on a pu simuler pas simplement un scénario d'accident mais des milliards et à moindre coût environnemental. Bon, alors le métavers d'une certaine manière, cet univers permet de simuler toutes sortes de situations à la fois techniques et humaines. Et donc, il y a, me semble-t-il, il peut y avoir aussi des promesses. Et puis, il y a même un entrepreneur qu'on va voir bientôt dans notre shaker Espérance Algorithme qui veut concevoir un métaverse pour les enfants, c'est-à-dire un lieu dans lequel, de manière sûre, les enfants puissent s'habituer à ce monde qui demain sera le leur. En disant finalement, cette technologie va venir, donc il vaut mieux être un faiseur, vaut mieux comprendre comment ça marche, pour ne pas se laisser abuser par le vaudeur. Et donc c'est ça son projet entrepreneurial. Donc on n'a pas encore fait l'exercice collégial de discernement pour voir si on y croit. Quand même une chose qui a été évoquée, ce mot de discernement et la liberté. Dieu nous a créés libres. Mais est-ce qu'il n'est pas vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de grands acteurs du numérique développent des algorithmes de plus en plus raffinés pour nous emmener là où nous ne voudrions pas aller et finalement pour restreindre totalement notre liberté? Alors, je vais... Un premier élément de réponse, puisque là on est en train de parler des GAFA, et Amazon, Facebook, surtout Facebook, TikTok et tout cet univers qui ont développé des techniques pour, en permanence, via des notifications et le scrolling infini, nous garder et nous ramener dans l'application. Je ne veux pas diaboliser les GAFA, et en particulier parce qu'on a tous notre part de responsabilité dans tout ça. Souvenez-vous, il y a 20 ans, quand le web, quand Internet a émergé, personne ne voulait payer pour Internet. Et même aujourd'hui, on considère qu'un article du Figaro, il doit être gratuit quand il est sur le site Internet, alors que ça ne nous dérange pas de le payer quand on va au kiosque. Mais non, si c'est Internet, c'est gratuit. Alors Internet, ça coûte, et on a nous-mêmes poussé tous ces grands acteurs de l'Internet à adopter des business models qui nous permettent d'avoir quelque chose de gratuit, et comme il faut bien que ce soit payé, c'est payé par les marques. Les marques, elles veulent du temps d'audience. Le temps d'audience, c'est par les notifications et autres qu'on le crée. Et donc, on est un peu responsable de tout ça. Malgré tout, on a encore une fois le pouvoir de changer ça. On est de plus en plus nombreux à payer des abonnements en ligne à nos journaux préférés. C'est la promesse du fameux Web 3, une troisième évolution du web avec beaucoup plus de transactions, les cryptos, qui permettront justement d'aller vers un modèle de microtransactions, de créateurs qui sont rémunérés, de consommateurs qui payent pour ce qu'ils utilisent. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle génération du web, c'est d'effacer les 20 ans d'erreurs dans lesquelles on s'est collectivement précipité. Tu veux dire un mot là-dessus? Oui, alors je pense que d'abord, effectivement, si je veux enlever la poutre de mon œil, je peux être lucide sur le fait que me laisser embarquer par les algorithmes de recommandation de Google, c'est d'abord le fait de ma paresse et de mon avidité, puisque après tout, je pourrais très bien chercher moi-même, et puis après tout, je pourrais payer pour du contenu. Donc, je mets en miroir mes propres vices.
La deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est ce que dit à nouveau Jacques Ellul, hein, qui est une référence importante d'Espérance Algorithme, même s'il est quand même assez anti-techno, et il n'était pas entrepreneur lui-même. Le premier acte de liberté, c'est de se rendre compte qu'effectivement, le système technique qui est en face de moi n'est pas un sujet. Et donc, c'est à moi etc. Donc ça c'est le premier acte salutaire. Maintenant, il y a de l'espérance derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'espérance? Enfin, de l'espérance, pour être précis avec Ellul, c'est plutôt de l'espoir, puisque l'espérance, c'est plutôt l'espérance eschatologique. Mais il y a un espoir à la fois technique et entrepreneurial. L'espoir technique, c'est que on a quand même une demande graduelle, notamment avec le règlement européen sur l'IA, et ça fait partie des 14 points du manifeste Espérance Algorithme, pour exhiber les préférences de choix. Hein, jusqu'à présent, en contrepartie de notre paresse, Google ne vous dit pas à quelle aune il va vous recommander les choses. Google va devoir le faire, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où on va devoir décrire les préférences, les données d'apprentissage, les biais, etc. Donc on rentre, pour des raisons notamment de régulation, dans une boîte qui sera un peu moins noire, pour autant que je veuille sortir de ma paresse et effectivement regarder les préférences. Et deuxième chose, il y a un espoir, pour moi, entrepreneurial. Hein, Google, c'est des entrepreneurs, c'est des étudiants malins qui ont été là au bon moment et qui ont développé un algo qui marchait mieux que le classement historique. Mais ces gens-là ne sont pas éternels. Et il y a plein d'anciens de Google qui sont partis et qui veulent monter d'autres business. Et il y a peut-être, alors après, je ne sais pas si l'investisseur en capital va avoir la même foi que l'entrepreneur, mais je pense qu'il y a de la place pour créer des business dont le business model ne soit pas publicitaire, ou en tout cas pas que publicitaire. Et il est possible, il y a des anciens remarquables de la Silicon Valley qui commencent à travailler sur d'autres business models de contenu numérique dans lesquels je sors de l'économie de l'attention. Et du coup, nativement, pour des raisons économiques, je n'ai plus intérêt simplement à capter le temps de cerveau, mais j'ai plutôt intérêt à satisfaire mon client d'une autre manière. Donc là, je pense qu'il y a de la créativité entrepreneuriale à avoir, d'autant qu'encore une fois, ces colosses ont les pieds fragiles, puisque la grande menace de tous ces acteurs-là, c'est les générations. Facebook est déjà totalement suranné. Les gens qui ont 18 ans ne vont pas sur Facebook. Donc ces empires capitalistiques ne sont pas éternels. Peut-être je vois que le temps avance et je voudrais surveiller. Il y a un point peut-être qui serait intéressant qu'on évoque un instant, justement dans l'ordre de la liberté. C'est, tu parlais tout à l'heure de l'hybridation. Est-ce que dans l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, est-ce qu'on n'est pas... Comment être libre ou rester sain d'esprit, pour reprendre la formule d'hier, dans cette confusion entre le réel, ce risque de confusion entre le réel et le virtuel? Parce que c'est le cœur du métaverse. Alors, quand on parle de réalité virtuelle ou même de métaverse, moi j'aime bien me référer à Matrix, ce film, et je vous engage à le revoir en ayant un peu le métaverse en tête. Matrix, c'est ça. Il y a un métaverse qui est la matrice, et il y a quelques personnes qui ont compris le poison, l'illusion que représente cette matrice, et qui sont en dehors du système, et qui essaient de lutter. Et cette matrice, elle est tellement réaliste qu'on a l'illusion d'une vie. Ça n'est pas de la science-fiction. C'est vers ça qu'on va, ça prendra 10 ans, ça prendra 30 ans. Ce métaverse, il sera de cette nature. Ce qui est très intéressant si vous regardez Matrix, et notamment, je crois que c'est le 2 ou le 3, il y a un des rescapés de la matrice qui fait le chemin inverse, un traître. Il fait un deal avec la matrice et il dit « Non mais moi j'en peux plus de la vraie vie, là. On est dans des vaisseaux à manger n'importe quoi. Je veux retourner dans la matrice, je veux qu'on me lobotomise, je préfère être riche, beau et heureux dans la matrice que misérable dans la vraie vie. » C'est ça le risque. Et donc là, on aura, aujourd'hui, on ne perçoit pas encore l'exercice de discernement, de responsabilité, d'accompagnement des jeunes qui va nous incomber.
Et ça, c'est clair qu'il faut s'y préparer. Aujourd'hui, ça reste, c'est un buzzword marketing, mais qui préfigure quelque chose qui est en train d'arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps de s'y préparer. Mais finalement, les jeux vidéo, c'est déjà une première forme de métaverse. Fortnite, que vos jeunes enfants, petits-enfants ont déjà expérimenté probablement plusieurs fois, c'est déjà un métaverse dans lequel on joue, on se retrouve, on dialogue. Il y a même eu un concert dans Fortnite il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez le pouvoir d'attraction que ça exerce sur ces jeunes. Donc, je n'ai pas la solution, ça je peux vous garantir. En revanche, c'est à nous collectivement de réfléchir à comment on accompagne. Il n'existe pas d'étiquette de l'homme dans le métaverse. Donc, plutôt que d'attendre et de le subir à la matrice, c'est à nous aujourd'hui d'y réfléchir collectivement. Ça nous prendrait une autre séance. Moi, je pense que un mot salutaire, c'est celui de la sobriété. Et d'ailleurs, on a fait un événement avec le Grand Rabbin de France il y a un mois, en essayant de nous inspirer du Shabbat, hein, pour essayer d'être libre par rapport au système technique, il faut mettre des frontières. Alors, le Shabbat est simple, il est réglé. Encore qu'il y a des débats entre les juifs américains pour savoir si je regarde une liseuse non connectée, est-ce que j'ai le droit le jour du Shabbat ou c'est juste la liseuse connectée, voilà, tout ça, ça discute. Bon, mais néanmoins, il y a la question qui est de savoir quelles sont les limites que comme père, Saint-Joseph aujourd'hui, ou comme chef d'entreprise, quelles sont les limites que j'installe. Alors, est-ce que vous avez choisi dans votre entreprise un lieu, un temps où le numérique n'a pas sa place? Le numérique, mais on pourrait dire aussi les métaverses, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est une première question salutaire, c'est de se dire, je choisis, comme père, comme manager, ou comme mère, un lieu. Et la deuxième question salutaire, c'est de se dire, finalement, voilà, est-ce que à travers, alors ça peut être le Shabbat, mais est-ce que finalement, je choisis vraiment, dans la logique du salut, je choisis le niveau d'utilisation d'outils. Voilà, et ça c'est vraiment un. Voilà, on fera d'ailleurs un événement fin d'année sur la sobriété. Alors, je voudrais juste compléter en disant que le livre blanc d'Espérance et Algorithme, il est disponible. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Je l'ai fait. Alors, le temps est passé, c'est l'heure de conclure. Je voudrais remercier infiniment nos deux invités. Moi, j'ai noté, ça m'inspire une suggestion. Faites un petit essai et imaginez que je vous propose une règle, c'est de mettre votre smartphone sur off, mode avion, coupé pendant 2 heures, le temps de la relation du déjeuner. Et si vous êtes comme moi, ressentez le gratouillis, le picotement que ça vous fait, l'inconfort sur l'estomac. Ça sera ma première conclusion. La deuxième, je remercie d'autant plus mes deux voisins que si un jour mes profs de maths m'avaient dit qu'en fait, les maths, c'est le chemin de l'espérance, je serais peut-être beaucoup moins nul. Bon appétit!